Ils l'ont qualifiée de pandémie verte. Ils l'ont classée comme une emprise envahissante sur les voies navigables. Une marée noire végétale qui exige son anéantissement par le glyphosate. Mais il s'agit de la plus grande supercherie de l'histoire de l'agronomie moderne. Vous êtes face à un organisme qui possède une capacité que l'ingénierie humaine n'a pas encore réussi à reproduire efficacement. Le pouvoir de doubler l'ensemble de sa biomasse toutes les 72 heures. Laissez la physique pure de cette affirmation s'imprégner. Si vous commencez avec une poignée de cette mauvaise herbe le lundi, vous en aurez 2 le jeudi. Le dimanche, 4. Il ne s'agit pas simplement d'une croissance, c'est une explosion biologique d'énergie. Mais le miracle n'est pas seulement la vitesse, c'est la charge nutritionnelle qu'elle transporte. Alors que l'agriculture industrielle doit brûler des milliards de gigajoules de gaz naturel sous une pression extrême pour transformer l'azote atmosphérique en granulés blancs d'urée, cette fougère aquatique l'extrait silencieusement de l'air, le fixant en matière organique utilisable à coût nul. C'est une usine d'azote, alimentée par l'énergie solaire, qui ne nécessite aucune chaîne d'approvisionnement, aucun conteneur d'expédition et aucun traité géopolitique complexe. Pourtant, si vous ouvrez un manuel d'agronomie moderne, vous la verrez répertoriée sous la rubrique « Parasites à contrôler » et non comme ressources à récolter. Pourquoi une civilisation affamée de sécurité alimentaire déclarerait-elle la guerre à une plante qui génère de la fertilité à partir de rien? La réponse ne se trouve pas dans la biologie, elle se trouve dans les registres de ceux qui vendent l'alternative. On nous a appris à craindre la chose même qui pourrait nous libérer. Si nous retraçons les faibles traces de l'histoire agricole à travers le limon, les indices mènent directement au delta humide du fleuve Rouge au XIe siècle. Ici, ce qui est aujourd'hui considéré comme des débris flottants était autrefois un secret d'État gardé plus jalousement que de l'or en lingots. Les villages spécialisés, comme la Vanne au Vietnam, ne se contentaient pas de cultiver du riz. Ils exploitaient les premières installations de bio-ingénierie de l'humanité. Ils ont découvert que l'introduction de cette fougère aquatique spécifique dans les rizières d'hiver-printemps n'isolait pas seulement l'eau contre le froid. Elle déclenchait un mécanisme de croissance miraculeux lorsque le riz commençait à fleurir. Cette connaissance était si précieuse qu'elle a été canonisée, vénérée dans des temples où la transmission des techniques de propagation était un rite sacré réservé à quelques élus. Pendant un millénaire, ce fut le fondement de la sécurité alimentaire orientale, un système en circuit fermé où un agriculteur n'avait à s'incliner devant personne pour implorer la fertilité de son sol. Mais ensuite, la tempête du XXe siècle est arrivée sous le nom édulcoré de Révolution verte. Dans les années 1960, des variétés de riz miracles, comme l'IR8, ont été lancées sur le marché, avec la promesse de sauver le monde de la famine. Mais il y avait un coup caché, qu'aucune brochure glacée, imprimée en caractères gras, ne mentionnait. Ces nouvelles variétés naines étaient dans des toxicomanes voraces. Elles n'avaient aucune patience pour la décomposition lente et biologique de la nature. Elles exigeaient des injections directes et immédiates d'azote synthétique à haute concentration. Et c'est là que l'histoire s'est fracturée. Vous ne pouvez pas maintenir simultanément l'écosystème délicat de cette fougère tout en bombardant les champs avec des nitrates et des herbicides chimiques. Les produits chimiques ont tué la symbiose. Le complexe agro-industriel n'a pas seulement vendu des semences, il a vendu un paquet de dépendances. Pour obtenir des rendements élevés, l'agriculteur a été contraint d'abandonner 1000 ans de culture autonome en échange de sacs d'engrais, portant les logos de multinationales. La sagesse ancestrale n'a pas été perdue par accident. Elle a été systématiquement effacée par la commodité mortelle du piège pétrochimique.
L'effondrement de la souveraineté agricole n'a pas commencé dans un sillon boueux. Il a commencé dans le laboratoire stérile de Fritz Haber en 1909. C'est le moment où l'humanité a appris à pirater la réserve d'azote atmosphérique. Mais nous l'avons fait par la méthode la plus violente imaginable. Le procédé Haber-Bosch, le fondement absolu de l'industrie moderne des engrais, est un acte de physique de force brute. Chauffer l'atmosphère à 500 degrés Celsius sous 200 atmosphères de pression pour briser la triple liaison de l'azote. Le résultat, de l'ammoniac synthétique et un monde changé à jamais. Mais regardez le coût thermodynamique. Pour maintenir cette réaction, nous brûlons actuellement environ 1 à 2% de l'approvisionnement énergétique total de l'humanité chaque année. Nous transformons essentiellement du gaz naturel fini en pain. Alors, pourquoi un procédé si énergivore et destructeur pour l'environnement a-t-il conquis une solution biologique qui ne coûte rien? La réponse réside dans la logique froide et dure de l'économie, l'obsolescence programmée. Vous ne pouvez pas emballer une plante autoréplicante dans du plastique et la vendre à un agriculteur chaque printemps. Une fois qu'un agriculteur possède la culture de démarrage d'azola, il possède sa propre usine d'azote pour toujours. Pour les géants de la chimie qui renaissent de leurs cendres après les guerres mondiales, une ressource gratuite et auto-renouvelable était le cauchemar ultime pour les marges bénéficiaires. Ainsi, une campagne psychologique silencieuse a été menée. L'autonomie a été présentée comme un retard. La dépendance à l'égard de granulés chimiques blancs et prémesurés est devenue le signe distinctif de l'agriculteur moderne. La mauvaise herbe n'est pas naturellement devenue un ennemi. Elle a été transformée en un ennemi parce que son existence menaçait les flux de trésorerie des titans industriels. Ils ne vous vendent pas de la fertilité, ils vous vendent une dépendance à un plan de paiement échelonné. Dépouillons le folklore agricole et regardons directement la machinerie. À l'œil nu, vous voyez une feuille flottante. Au microscope, vous observez une installation de confinement biologique. L'azola n'est pas le moteur, ce n'est que le châssis. Le moteur réel est une cyanobactérie microscopique, connue sous le nom d'Anabaena azolae, qui vit strictement dans des cavités scellées et remplies de mucus à l'intérieur des feuilles dorsales de la fougère. Il ne s'agit pas d'une cohabitation occasionnelle. C'est une symbiose permanente et héréditaire où la bactérie a perdu la capacité de survivre seule, évoluant en un organe dédié de la plante. Le problème de physique qu'ils résolvent ensemble est l'un des plus difficiles de la nature, la triple liaison de l'azote. L'azote atmosphérique est maintenu ensemble par l'une des liaisons les plus fortes de la chimie, ce qui le rend inerte et inutile à la vie. Alors que les humains utilisent la force brute des combustibles fossiles pour briser cette liaison, Anabaena utilise un scalpel moléculaire appelé complexe enzymatique nitrogénase. Cette enzyme est une métalloprotéine qui facilite un transfert d'électrons sophistiqué, réduisant l'azote gazeux en ammoniac à température et pression ambiante. Mais il y a un piège, un défaut de conception fatal dans l'univers. La nitrogénase est instantanément détruite par l'oxygène, l'élément même que la plante produit pendant la photosynthèse. C'est là que réside le génie de l'architecture. Pour protéger le moteur, les cyanobactéries se différencient en cellules spécialisées à parois épaisses appelées hétérocystes. Ce sont des bunkers microscopiques, anaérobies, qui bloquent physiquement l'oxygène, créant un environnement scellé sous vide où l'alchimie peut se produire. Alors que les cellules végétatives récoltent la lumière du soleil, ces hétérocystes travaillent dans l'obscurité, brisant la triple liaison et laissant tomber de l'azote fixé directement dans le système vasculaire de la fougère.
Nous parlons d'un bioréacteur autorégulé à énergie solaire qui effectue de la chimie quantique dans un étang boueux. Un exploit de nanotechnologie qui fait ressembler nos usines d'engrais les plus avancées à des instruments rudimentaires de l'âge de pierre. C'est là que l'enquête passe de la chimie du sol à la biologie du bassin. Nous avons été conditionnés à croire que le soja est le monarque incontesté des protéines végétales, le monolithe indispensable de la nutrition mondiale. Pourtant, des données non classifiées du programme Système de support de vie écologique, contrôlé de la NASA dans les années 1980, révèlent une réalité différente. Lorsque les agences spatiales recherchaient la source alimentaire compacte ultime pour la colonisation de Mars, elles ne se sont pas tournées vers le maïs, mais vers l'azola. La raison en est l'efficacité mathématique. Alors que le soja nécessite des mois d'utilisation des terres, une irrigation massive et une transformation pour donner une seule récolte, cette fougère fournit une récolte continue et quotidienne de biomasse de haute qualité. Le profil nutritionnel ressemble moins à une plante qu'à un complément formulé en laboratoire. Nous parlons d'une teneur en protéines de matière sèche, allant de 25 à 30%, riche en acides aminés essentiels, comme la lysine, qui sont généralement déficients dans les aliments à base de céréales. C'est l'étalon or du Green Gold. Lors d'essais sur le terrain en Asie du Sud-Est, les agriculteurs qui ont remplacé 50% des aliments commerciaux par de l'azola fraîche n'ont constaté aucune baisse des taux de croissance des canards, des tilapias ou des porcs, mais ont constaté un effondrement de leurs frais généraux. Elle fonctionne comme une technologie à double usage, un biofertilisant qui fixe l'azote pour le riz et un fourrage riche en protéines qui engraisse le bétail nageant entre les tiges. La science n'est pas théorique, elle est opérationnelle. Nous ignorons un réacteur biologique qui surpasse nos meilleures cultures industrielles en termes de renouvellement des protéines par hectare, simplement parce qu'il ne correspond pas au modèle de monoculture de la récolte annuelle. La mauvaise herbe est en fait la nourriture. Nous entrons maintenant dans la phase opérationnelle. Pour redémarrer ce moteur biologique, vous n'avez pas besoin d'un laboratoire. Vous devez comprendre l'hydrodynamique d'un micro-environnement. La première règle du protocole de résurrection est la stabilité. Vous ne cultivez pas une culture dans le sol. Vous cultivez une colonie sur la tension de la surface de l'eau. Construisez un bassin peu profond ou désignez un coin d'un étang où la profondeur de l'eau est maintenue strictement entre 5 et 15 cm. C'est la zone boucle d'or critique. Si elle est trop profonde, les racines gaspillent de l'énergie à chercher. Si elle est trop peu profonde, la température de l'eau fluctue violemment, ce qui cuit la machinerie enzymatique dont nous venons de parler. Le carburant de ce réacteur n'est pas l'azote. N'oubliez pas que la plante le tire du ciel, mais le phosphore. C'est le réactif limitant, la bougie d'allumage qui enflamme le moteur. Sans un niveau seuil de phosphore disponible, l'anabaena ne peut pas construire le complexe de la nitrogénase et le système CAL. Vous devez introduire une source de phosphore, superphosphate pour un allumage immédiat de qualité industrielle ou fumier animal fermenté pour une combustion organique à libération lente, à raison d'environ 1 kg par semaine pour chaque grande parcelle. Surveillez le pH avec la vigilance d'un chimiste. La symbiose prospère dans des eaux légèrement acides à neutre, entre 5 et 7 sur l'échelle. Si l'eau devient alcaline, le fer précipite et la fixation de l'azote s'arrête net. Enfin, vous devez gérer les forces invisibles, le vent et la lumière. Cette fougère est un panneau solaire flottant, mais elle est structurellement fragile. La turbulence est son ennemi. Les vents forts empileront les fougères les unes sur les autres, coupant la lumière aux couches inférieures et déclenchant une décomposition qui souillera l'eau.
Vous devez installer des brise-vents ou des déflecteurs pour maintenir la surface calme comme du verre. Quant à la lumière, bien qu'elle se nourrisse du soleil, elle ne peut pas supporter l'assaut ultraviolet total d'un midi tropical sans acclimatation. Pendant la phase d'inoculation initiale, lorsque vous introduisez votre culture de démarrage, fournissez une ombre partielle, environ 30 à 50% de densité. Cela imite la lumière tachetée du marais ancestral, signalant à la plante qu'elle peut commencer le cycle de division rapide. Maintenant, nous sommes confrontés au paramètre opérationnel le plus critique, la récolte. C'est là que les non-initiés échouent, parce qu'ils traitent cet organisme comme un légume, plutôt que comme un feu biologique. Vous ne pouvez pas attendre une saison. Vous souvenez-vous des mathématiques du doublement? Si vous laissez la surface devenir couverte à 100%, la colonie s'étouffe. Les couches inférieures, privées de lumière et d'oxygène, commencent à se nécroser, faisant chuter le pH de l'eau et rejetant le précieux azote dans l'atmosphère sous forme de gaz inutile. Vous devez récolter pour survivre. La règle est de retirer 30 à 50% de la biomasse tous les 3 à 4 jours. Vous maintenez la population dans un état permanent de panique biologique, la forçant à se reproduire désespérément pour combler le vide. Cela maintient la courbe de croissance exponentielle indéfiniment. Une fois récoltée, vous tenez une substance qui se décompose à une vitesse terrifiante. Elle possède un rapport carbone/azote d'environ 10:1, chimiquement similaire au fumier de volaille de haute qualité, mais beaucoup plus volatile. Si vous la laissez simplement sur la terre ferme sous le soleil, près de 80% de l'azote se volatiliseront, s'évaporeront dans l'air en 48 heures. Vous devez la bloquer immédiatement. Pour la culture humide comme le riz, la technique ancienne est le piétinement. Vous devez enfoncer physiquement la fougère flottante dans la couche de boue anaérobie. Cela force la décomposition à se produire sous terre, piégeant l'ammoniac libéré directement dans la zone des racines où la culture en a le plus besoin. Pour le jardinage en terrain sec, ne l'utilisez jamais comme un simple paillis de surface. Elle est trop puissante et se dégagera. Vous devez la mélanger immédiatement avec des déchets bruns, riches en carbone, paille, feuilles séchées ou carton, pour capturer la bouffée d'azote. Vous construisez une batterie à libération lente. Si vous l'appliquez brute et non mélangée sur des racines sensibles, le pic d'ammoniac les brûlera. Traitez cette biomasse avec le respect que vous accorderiez à un concentré chimique, car biologiquement, c'est exactement ce que c'est. Nous avons atteint le point final de l'enquête. Ce qui se trouve devant vous n'est pas simplement une technique horticole, c'est une philosophie de l'existence. Vous possédez maintenant le plan d'une machine biologique à mouvement perpétuel. D'un côté, il y a le statu quo industriel, un chemin fini et linéaire pavé de produits pétrochimiques, où la fertilité est une marchandise que vous devez acheter, saison après saison, jusqu'à ce que le sol soit mort et votre portefeuille vide. C'est un système conçu pour extraire de la valeur de votre travail et la transférer à une salle de conseil d'administration. De l'autre côté, il y a la boucle chaotique et infinie de la nature. L'Azola ne vous envoie pas de facture. Son prix ne fluctue pas avec celui du baril de pétrole brut. Elle ne demande que votre attention et votre compréhension de son rythme. Chaque fois que vous ensemencez un étang avec cet or vert, vous commettez un acte de défi silencieux. Vous sortez de la chaîne d'approvisionnement et reprenez les principaux moyens de production. C'est une connaissance dangereuse, non pas parce qu'elle est nuisible, mais parce qu'elle rend les gardiens inutiles. La science est indéniable. L'histoire est validée. Les mécanismes sont mis à nu. La seule variable restante dans l'équation est votre volonté d'exécuter. Alors, je vous laisse avec cette dernière provocation.
dans un monde qui est prêt à vous vendre l'air même que vous respirez? Continuerez-vous à être un locataire sur votre propre terre, louant la fertilité au plus offrant? Ou choisirez-vous d'exploiter le soleil, de briser les liens de l'atmosphère et enfin de grandir vraiment libre?